rejoint pour cette heure de discussion organisée par le Forum Normandie pour la paix et par le magazine l'Obs. Donc moi, je travaille à l'Obs, je m'appelle Julie Clarini. Et je vais donc animer cette rencontre où nous allons écouter, dialoguer deux personnes qui sont deux personnes avec des profils assez différents. Anna Colin-Lebedev, qui est avec nous, que vous avez déjà lu dans l'Obs à plusieurs reprises parce qu'elle est intervenue récemment sur l'actualité, et Emmanuel Ruben, qui est écrivain et que l'Obs aussi soutient comme écrivain. Alors je vais vous les présenter un peu plus longuement. Je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de rencontres sur l'Ukraine pendant ce forum, évidemment, parce que l'Ukraine est au cœur de la problématique qui est soulevée ici, et est au cœur de nos préoccupations, encore plus, j'ai envie de dire, là, depuis, enfin, ou à nouveau, parce qu'on vit des émois, des émotions fortes, mais depuis quelques jours, à nouveau, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Alors, on a choisi, nous, pour en parler, d'avoir un film, je dirais, qui est plutôt le fil de la langue et de la culture, ou plutôt, je le dis tout de suite, des langues et des cultures, ukrainienne et russe, parce qu'il faut bien choisir quelque chose qui va être l'angle de notre discussion, et aussi parce que les deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui ont en commun de s'intéresser à la culture, à la société, aux cultures, aux sociétés russes et ukrainienne. Anna Colin-Lebedev, en tant que spécialiste des sociétés post-soviétiques, elle est maîtresse de conférences à l'université de Nanterre, et Emmanuel Ruben, en tant qu'écrivain. Emmanuel Ruben a déjà une œuvre assez conséquente derrière lui. Il est né comme écrivain, comme il le dit lui-même, en Ukraine, avec un roman qui est paru en 2010 qui s'intitulait « Halt à Yalta ». Depuis, il a signé des livres dont vous avez probablement entendu parler, sur la route du Danube notamment, Sabre, et puis ce livre qui sort cette rentrée et qui est sur la liste du prix Goncourt, Les Méditerranéennes, qui est paru chez Stock, et qui est inspiré par des éléments de la biographie d'Emmanuel Ruben. Mais moi, si j'ai pensé à vous, Emmanuel, c'est parce que je suis tombée absolument par hasard dans une librairie sur ce recueil de nouvelles ukrainiennes qui est paru en Point, je crois, oui, dans la collection Point, en poche directement, mais qui sont toutes des nouvelles inédites. Peut-être que pour nous faire connaissance, ce serait intéressant que vous nous disiez quel est ce geste, quelle est cette démarche que vous avez faite là de produire des textes, ou plutôt de rassembler des textes que vous aviez écrits sur l'Ukraine. Comme vous l'avez dit, je suis né, oui, comme écrivain en Ukraine, puisque j'avais publié un premier roman en 2010 qui s'appelait Halt à Yalta, qui se passait intégralement en Ukraine, et notamment en Crimée, à une époque avant l'invasion, l'annexion de la Crimée par Poutine en 2014. Et donc j'avais fait plusieurs séjours en Ukraine. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis géographe de formation et je faisais à l'époque des recherches universitaires à Kiev, notamment, puisque j'avais commencé une thèse de géographie qui s'appelait Une géopolitique de la mémoire sur Riga et Kiev. Riga en Lettonie, capitale de Lettonie, et sur Kiev. L'idée, c'était sous-titré les restructurations symboliques sur comment, en fait, l'idée, c'était de voir d'analyser comment, en fait, on fabrique ou on refabrique une capitale après la chute de l'Union soviétique. Comment on refabrique dans le cas de Riga, puisque la Lettonie avait été indépendante pendant l'entre-deux-guerres, et comment on fabrique dans le cas de Kiev, parce que Kiev, sauf quelques mois dans son histoire, n'avait pas été capitale de l'Ukraine avant l'indépendance en 91. Et donc j'ai passé à cette occasion pas mal de temps en Ukraine, et c'est de là qu'est né mon premier roman, Halt à Yalta, et c'est la même époque où j'ai commencé à rapporter en fait des nouvelles ukrainiennes qui étaient inspirées des gens que je rencontrais, des histoires qu'on me racontait en Ukraine. Je trouvais que c'était un lieu d'imagination très fertile.
Et ces nouvelles, j'ai proposé, donc elles étaient prêtes, elles avaient été écrites entre 2007 et 2017, qui est la date de mon dernier séjour en Ukraine. Ce dernier séjour, j'en parle en fait dans Sur la route du Danube, puisque Sur la route du Danube, qui est paru en 2019, est une traversée de l'Europe qui part d'Odessa. Donc en fait, si vous lisez Sur la route du Danube, les 70 premières pages sur les 600 que compte le livre se passent en Bessarabie, donc dans l'oblast d'Odessa, entre Odessa et les Bouches du Danube, puisqu'à Odessa, on est seulement à 200 km des Bouches du Danube, c'est-à-dire 2 jours de vélo. Et j'avais donc ces nouvelles qui étaient prêtes au moment de l'invasion russe. Eh bien, en février, en février, j'ai eu deux idées. Tout d'abord, j'ai essayé de convaincre mon éditeur de publier ces nouvelles ukrainiennes et de faire une opération caritative, puisqu'en fait, tous les bénéfices sont reversés à une ONG qui est Bibliothèques sans frontières, qui offre des livres et de l'information aux réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise. Donc ça, pour moi, c'était important. Et puis de faire un autre livre dont on parlera peut-être plus tard, qui est un livre qui s'appelle Hommage à l'Ukraine, qui est un livre avec 14 auteurs ukrainiens que j'ai dirigé, préfacé, et qui est traduit par Irina Mitrichin. On a travaillé ensemble sur la traduction. Et qui paraît le 26 octobre. Donc voilà, c'est ces deux chantiers que j'ai menés de front. Dans Nouvelles Ukrainiennes, vous trouverez 6 nouvelles. Certaines d'entre elles avaient déjà été publiées en revue. C'est pour ça que j'ai voulu que ce livre paraisse directement en poche. Et elles sont suivies de ce que j'ai appelé Retour de Kiev, qui est mon journal de Maïdan, puisque je suis allé sur la place Maïdan à la fin de la Révolution, donc en avril 2014. Merci Emmanuel. Alors Anna Colin-Lebedev, vous signez aussi un livre cette rentrée. C'est tout à fait différent. On vous a, je dois dire, un peu découvert à la faveur ou au malheur de cette guerre, de ce 24 février dernier, parce que vous avez, pour nous les journalistes, c'était très précieux, sur Twitter, fait des sortes de synthèses sur des sujets qu'on avait du mal à comprendre, qu'on connaissait mal. C'était d'une grande finesse d'analyse. Et alors, ce qui est assez fabuleux, c'est que vous faites un livre qui ne reprend pas ce que vous aviez fait sur Twitter, mais dans lequel on retrouve cette finesse. Vous avez tout refondu pour un livre qui nous permet d'être plus intelligent et plus subtil dans notre analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est un livre écrit à chaud, là, on est complètement à l'inverse de ce qu'Emmanuel vient de nous expliquer. Oui, c'est vrai, c'est une démarche différente, ce qui rend les choses d'autant plus intéressantes, je pense, et la discussion d'autant plus intéressante. Alors, là aussi, je pense que pour vous présenter ce livre, il faut que j'explique comment je me situe. Donc je suis chercheuse, je suis sociologue, je travaille sur à la fois la Russie et l'Ukraine depuis... la Russie depuis ma thèse de doctorat et l'Ukraine depuis la fin de la décennie 2000, le début de la décennie 2010. Donc ça fait bien, ça fait bien 15 ans que je consacre beaucoup de temps à l'Ukraine. J'ai toujours travaillé sur des sujets, alors sans forcément, en voulant m'en échapper de temps à autre, mais... je pense que je vais définitivement abandonner sur des sujets liés aux conflits armés, aux combattants et aux conséquences des guerres sur les sociétés. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le mouvement des mères de soldats en Russie, qui était très actif et très important dans les années 90 et 2000 autour des guerres en Tchétchénie notamment. Donc la problématique de civils qui combattent, d'enfants qui sont, de post-adolescents qui sont envoyés au combat, des problèmes de l'armée russe. C'est vrai que ça fait maintenant un bon moment que je suis dedans. Et ensuite, j'ai travaillé sur les vétérans des guerres conduites par l'Union soviétique, sur les vétérans de guerre d'Afghanistan, et directement depuis le début de cette guerre que je date de 2014, et non pas de 2022, sur les combattants
du conflit armé d'abord dans le Donbass et maintenant bien évidemment sur les combattants de cette guerre. Voilà. Mais si je disais ça, je ne dirais que la moitié de ce qui me permet d'écrire ce bouquin. Donc moi, je suis née à Moscou, dans une famille que je qualifie non pas de famille russe, mais de famille soviétique. Et je pense que voilà, c'est aussi de là que part ma démarche, parce que je suis convaincue que dans ce que m'a transmis ma famille, c'est l'hybridité, la mixité, les histoires mélangées, la manière compliquée de se situer par rapport à des origines différentes est absolument centrale. C'est-à-dire que dans ma famille moscovite, et mes deux parents ont vécu à Moscou, il y avait ces origines des différents coins de l'Empire russe. Il y avait ces histoires traumatiques non racontées ou racontées. Il y avait des origines culturelles assumées et non assumées. Et donc voilà, ça fait un peu le bagage que je porte. Mais je suis aussi née très moscovite et grandie très moscovite, au sens où j'ai été nourrie à l'école soviétique. Je suis pas très jeune. Du regard de Moscou sur le monde et sur ses périphéries. Et dans ce regard-là, Moscou était le centre du monde et l'Ukraine n'existait quasiment pas. L'Ukraine était une sorte de province peuplée de gens manifestement gentils, mais qui seraient d'autant plus gentils s'ils devenaient plus civilisés en se rapprochant de Moscou. Donc c'est vrai que, vous voyez, j'étais complètement nourrie de cela. Et en réalité, il y a eu un autre moment de ma vie qui a déterminé un peu mon regard sur mes objets de recherche, c'est que je me suis retrouvée à vivre en Ukraine pendant plusieurs années. Et en vivant, et c'était d'ailleurs un geste conscient, je me disais, ce regard moscovite était complètement, était forcément décalé. Mais en vivant en Ukraine pendant plusieurs années, en apprenant la langue ukrainienne, en m'imprégnant de ce pays de diverses manières avant de commencer à faire mes recherches là-dessus, j'ai réalisé à quel point en fait il y avait un grand biais dans mon regard dans mon regard moscovite en fait sur tout ce qui était l'espace soviétique. Donc pourquoi est-ce que je raconte ça un peu en détail ? C'est que, vous voyez, je dirais que j'avais ce double regard. J'avais mon regard de chercheuse et puis j'avais ce double regard façonné par mon histoire personnelle. Et lorsque la guerre, cette phase de la guerre, de la guerre d'Ukraine qui a éclaté en février 2022 a commencé, je me suis très vite posé la question, qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui est utile aux gens pour comprendre ? Tout le monde avait besoin de comprendre. Il y avait une grande demande des journalistes pour avoir des clés, parce que des journalistes spécialistes de la zone, il y en avait. Mais la problématique est devenue importante pour l'ensemble de la communauté des journalistes qui travaillent sur l'international. Donc j'ai commencé à publier ces fils Twitter, comme le disait Julie. Et puis je me suis posé la question, je suis allée plus loin et je me suis posé la question, pour comprendre cette guerre, il y a plein d'éléments que nous n'avons pas, et notamment les éléments qui concernent en fait cette idée de proximité de société, d'un seul et même peuple que Poutine a mis dans tous ses discours justifiant l'invasion ou en amont de l'invasion, et qu'en réalité il y avait besoin d'expliquer. Il y avait besoin d'expliquer ce qu'il y avait derrière, non pas pour dire il n'y a rien, et certains Ukrainiens aujourd'hui vous diront il n'y a rien, et je commence mon livre en exergue par la citation d'une poétesse ukrainienne qui dit « Nous ne serons jamais frères ». Mais pour essayer dans la nuance de remettre les choses à leur place, de voir ce qu'il a pu y avoir de commun, ce qu'il a pu y avoir de différent dans l'histoire des deux pays, et comment le commun a été progressivement brisé et est de plus en plus brisé dans cette guerre. Je m'arrête là. Oui, alors on va peut-être tout de suite poser une question, parce que je crois qu'on est tous marqués par ça, puisque vous venez à l'instant de dire qu'en plus vous avez des origines moscovites. On a vu là ces derniers jours des tentatives de protestation contre la mobilisation. On a lu aussi plein d'histoires absolument poignantes. On voit des files d'attente, notamment il y a pas mal de reportages pour essayer à l'entrée de la Turquie, et je me retourne vers Emmanuel parce que c'est un pays qu'il connaît bien aussi, de jeunes hommes russes qui tentent de fuir. Qu'est-ce qui est en train de se passer là en ce moment ?
c'est quand même un tournant, alors peut-être pas militaire, ça on verra plus tard, j'ai envie de dire, mais politiquement, ce que fait Poutine là, c'est quand même faire prendre à la société russe, puisqu'on parle de la société russe, un virage auquel peut-être elle ne s'attendait pas. Absolument. Et moi, j'irais même plus loin. On est à un moment de séisme politique à l'intérieur de la Russie, véritablement. Le pouvoir russe a essayé tous ces derniers mois à minimiser l'impact de la guerre pour sa société et, disons, à faire en sorte que les Russes adhèrent passivement, soutiennent passivement ce conflit armé, mais surtout que cela ne les concerne pas. Que la guerre ne soit pas visible dans l'espace public, que l'effet des sanctions ne soit pas perceptible dans la vie quotidienne des gens, que surtout la population reste la plus démobilisée possible. Et ça, je dirais, c'est un trait, là je remets mon chapeau de chercheuse, c'est un trait très caractéristique des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires n'ont pas besoin de populations mobilisées, mais de populations démobilisées. Les plus démobilisées possibles, les plus dépolitisées possibles. Et tout d'un coup, le Kremlin va frapper au cœur de son contrat social avec la population. Et le contrat social avec la population, qui est en place depuis 20 ans, est le suivant. On vous laisse gouverner, enfin c'est du point de vue de la population laisse les gouvernants gouverner, ne s'immisce pas en politique, considère que cela ne les concerne pas, et en échange, en fait, eh bien, le pouvoir laisse les gens vivre leur vie, s'enrichir, leur donne les possibilités de s'enrichir et de voir leurs revenus augmenter, mais surtout n'atteint pas au cœur de la vie privée, ne rentre pas dans les familles. Et ça, c'était une dimension extrêmement importante du consensus politique. C'est-à-dire qu'en dépit des affirmations, des réponses aux sondages, des déclarations patriotiques, vous voyez, la déclaration patriotique, oui, mais le sacrifice de soi, non. Et là, on passe donc de cette démobilisation voulue à une situation où chaque famille russe sent potentiellement qu'elle va être touchée par la guerre et par un envoi au front. Parce que la mobilisation qui a été décrétée est une mobilisation limitée, partielle, mais en réalité, elle est, dans la manière dont elle est conduite et dont elle est formulée dans les papiers officiels, elle se révèle générale. Non pas au sens où tout le monde sera mobilisé, mais au sens où tout le monde est mobilisable. Voyez ? Et donc chaque famille se sent immédiatement fragilisée. Je crois que le pouvoir russe ne s'est jamais autant mis à l'épreuve, et je pense que ça va conduire à des changements majeurs pour lesquels il ne faudra pas regarder du côté des mobilisations des rues. C'est pas là que ça va se passer. Vous voyez, ça, c'est un peu notre biais toujours, parce que notre mode d'action privilégié, c'est la manifestation. On considère que le mode privilégié de l'action des autres, ou le principal mode légitime, c'est de sortir dans les rues. Ce n'est pas comme ça que les Russes protestent. Les Russes protestent par le sabotage, par l'évitement, par le contournement, par l'abandon de l'État. Vous voyez, ils protestent en se protégeant individuellement avant tout, parce qu'en réalité, ils ne croient pas à l'efficacité et à la possibilité d'une action collective. Et en revanche, l'efficacité d'autres types d'actions a été prouvée. Donc là, on va observer plein de signaux faibles. Vous voyez, ce ne sera pas spectaculaire. Ce ne sera pas spectaculaire, mais à mon sens, le pouvoir n'a jamais été aussi en danger qu'il l'est aujourd'hui avec cette mobilisation. Emmanuel Ruben, comment vous avez regardé ces derniers jours? Et puis, puisque vous êtes un écrivain, évidemment, on a tout de suite repensé, en voyant cette mobilisation, au livre de Svetlana Alexievitch, Les cercueils de zinc, en se disant, c'est ce qu'on avait déjà dit au début. On avait dit la Russie ne supportera pas une nouvelle guerre, mais comme finalement tout a été fait pour que la Russie ne sente pas cette guerre et qu'elle n'ait même pas le droit de prononcer le mot, là, il y a quand même une réalité qui leur arrive au visage. C'est ce que vient de nous expliquer Anna Colin-Lebedev. On repense à ce que ça veut dire concrètement et à ce que la société russe a déjà refusé, en fait, à un moment. Oui, mais moi je pense à la guerre d'Algérie. C'est vrai que si on peut oser le parallèle, ce qui s'est produit en France avec la guerre d'Algérie. On ne parlait pas de guerre, on disait c'est les événements
C'était toujours le terme qui était utilisé, alors que tout le monde savait très bien qu'il s'agissait d'une guerre. La seule différence, c'était que l'Algérie n'était pas indépendante à l'époque et que l'Ukraine était indépendante. Mais c'est une guerre de colonisation qu'a menée la France, et ce que mène la Russie, c'est une guerre de néocolonisation. C'est-à-dire que la Russie n'a jamais accepté, en tout cas la Russie poutinienne, depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, l'indépendance de l'Ukraine n'a jamais été acceptée. On a toujours le pouvoir, le Kremlin a toujours considéré l'Ukraine comme un vassal, en s'efforçant de garder au pouvoir des hommes comme Yanukovych, qui étaient inféodés totalement à Moscou. Donc c'est une situation qui est d'une certaine manière assez similaire, avec en plus sur le terrain militairement une situation de plus grande fragilité encore de l'armée russe si on compare à l'armée française en Algérie. Donc ça va avoir des répercussions énormes sur la société russe. Ça c'est inévitable, les répercussions sur la société russe. Et je pense qu'elles vont pas tarder à se faire sentir. On ne peut pas mentir comme ça impunément aux gens en leur parlant d'opérations spéciales et tout d'un coup en appelant à cette mobilisation partielle qui s'avère en effet une mobilisation générale. Et puis d'un autre côté, je regarde aussi du côté de l'Ukraine, parce que moi je pense que je connais mieux l'Ukraine que la Russie. En réalité, je connais très peu la Russie. En Ukraine, jusque-là, tous les hommes n'étaient pas obligés de partir au combat. On n'avait pas une mobilisation générale en Ukraine. Partaient ceux qui savaient se battre. On a appelé tout d'abord, par exemple, parmi les auteurs qui vont dans le livre, donc qui paraîtra le 26 octobre donc aux éditions Stock, Hommage à l'Ukraine. On a 14 auteurs. Tous ne sont pas mobilisables, puisqu'il y en a qui ont plus de 60 ans, comme Andrei Kourkov ou comme Boris Hersensky, qui est donc un poète russophone d'Odessa. Mais sinon, tous les autres hommes sont mobilisables, sauf qu'en réalité, aucun n'a véritablement l'expérience militaire. Et il y en a un parmi eux qui a l'expérience militaire, qui s'appelle Artem Tcher, qui est un auteur d'une quarantaine d'années, qui avait été volontaire dans le Donbass au moment du début de la guerre du Donbass en 2014. Il est parti comme volontaire, il s'est battu là-bas, il en a ramené un livre qui n'est pas traduit en français, mais qui est traduit en anglais sous le titre de Absolute Zero, donc zéro absolu, et qui raconte le quotidien en fait d'un volontaire ukrainien dans cette guerre du Donbass, dans cette guerre d'usure. Et il a été tout de suite contacté au moment de l'agression russe en février 2022. Il a tout de suite été contacté par l'armée et il a été prié de s'engager dans l'armée. Et là, il est allé plus tout à fait comme volontaire. Moi, j'ai peur aussi pour les autres Ukrainiens, parce que si la mobilisation fonctionne, c'est pas sûr que ça fonctionne en Russie, peut-être que de l'autre côté, en Ukraine, ils seront aussi obligés d'appeler à une mobilisation générale. Alors, Anna Colin-Lebedev, j'ai parlé du livre de Svetlana Alexievitch. J'ai envie de poser une petite question, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule dans la salle à avoir lu le livre qui vient de sortir de Yegor Gran, qui s'intitule Z comme zombie. Je suis désolée, je ne connais pas ces régions, donc j'essaye de les attraper par mes lectures. En fait, on n'arrive pas tellement à comprendre ces images, justement, enfin ce sentiment comme ça, que vous décriviez tout à l'heure de la société russe, de se cabrer tout d'un coup devant cette mobilisation qui tombe. Quand on a lu le livre de Yegor Gran, parce qu'on a le sentiment qu'il nous décrit au contraire une société qui adhère complètement au discours du Kremlin, qui est complètement ultra-nationaliste, qui serait même peut-être, qui serait dans un radicalisme effrayant, dans une forme de zombification. D'ailleurs, vous employez le mot aussi, j'ai vu dans votre livre, j'ai l'impression que c'est un mot qu'on emploie facilement en Russie. Mais pour le contester, pour ma part.
Pour le contester, Ouais. oui, oui, vous dites qu'il n'y a pas forcément, mais vous employez le mot de zombification. Bon, d'abord, d'où vient ce mot? Et qu'est-ce que vous pensez alors de ce hiatus, là, quand on sort de la lecture de Yegor Gran et qu'on voit quand même que c'est pas si facile, la mobilisation en Russie? Alors, quelques mots du livre pour ceux qui l'ont pas lu. Donc, Yegor Gran, c'est un espèce de cri de douleur de quelqu'un qui connaît bien la société russe et qui tout d'un coup, face à ses interlocuteurs habituels, des gens très gentils dans son entourage, des gens qu'il a au téléphone, ce qu'il voit à la télévision, ce qu'il lit dans les infos, a l'impression qu'en fait la population est authentiquement zombifiée, au sens où les yeux blanchissent et les gens répondent qu'ils soutiennent la guerre, qu'il faut assassiner tous les Ukrainiens, qu'ils sont fidèles à leur pouvoir politique. Et donc, c'est vrai que c'est un livre très désespéré en ce sens-là. Alors, je comprends très bien, en fait, pourquoi, pour ce qu'il ressent, parce que bien évidemment, on est tous en état de choc face à la réaction de la société russe, ou les Ukrainiens les premiers, d'ailleurs, face à la non-réaction de la société russe à l'agression opérée par leur pays contre un pays voisin, qu'il soit frère ou pas frère, contre des personnes qui vous ressemblent et qui ne vous ont rien fait. Moi, j'ai tendance à chercher la clé de cela. Ces clés sont données par Svetlana Alexievitch aussi, vous voyez, notamment dans le dernier livre. Ça y est, dites-moi le titre en français. La fin de l'homme rouge, voilà. Et en fait, la clé, eh bien, l'une des clés pourrait être dans cette succession d'événements historiques traumatiques qui n'ont jamais été explicités véritablement, ni sur lesquels le retour n'a pas été effectué au niveau de l'État, et qui n'ont jamais été explicités non plus par les familles, vous voyez, dans les histoires familiales. Alors ça, j'en parle un petit peu dans ce bouquin, en essayant de montrer, vous voyez, en quoi en fait le rapport à l'histoire, au final, n'est pas juste, vous voyez, un des sujets de société qui serait partiellement pertinent pour comprendre le présent. C'est un déterminant central. La population soviétique, dans son ensemble, et donc russe et ukrainien, ont traversé une succession de moments de grande violence. Essentiellement de grandes violences opérées par l'État ou dues à des guerres. La violence des répressions staliniennes. La violence des répressions staliniennes a été reconnue en Russie et en Ukraine, sauf qu'en Russie, on ne s'est jamais posé la question des bourreaux. Vous voyez ? Parce qu'il y avait et de la responsabilité. Il y a eu une reconnaissance des victimes, mais je dirais rapide, et on passe à autre chose. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale, et on le sait par notre histoire française, c'est des moments de choix compliqués pour certaines populations. La question de la collaboration n'est pas une question simple, où on peut juste distinguer les bons des méchants. C'est une question qui s'est posée en Ukraine, c'est une question qui s'est posée en Russie. En Ukraine, vous voyez, on a tous en tête cette référence aux Ukrainiens, collaborateurs, etc. En réalité, moi je remets les choses en proportion déjà un peu, c'est-à-dire que les Ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis sont estimés à 200 000 personnes. Les Ukrainiens ayant combattu dans l'armée rouge contre les nazis sont estimés à 4 millions. Voilà, donc déjà, vous voyez, on est dans des proportions, je dirais, classiques pour une société, mais l'Ukraine qu'on se confronte à cette histoire douloureuse, difficilement. Vous voyez, il y a ceux qui disent que les nationalistes qui ont collaboré avec les nazis étaient avant tout anti-soviétiques et puis qu'ils n'ont rien fait de mal. En tout cas, le débat est là, le débat douloureux est là. Du côté russe, nous avons une page blanche à chaque moment où il faut parler de la responsabilité des Russes, vous voyez, la responsabilité du pouvoir russe, mais aussi de la question de la collaboration. C'est-à-dire que le récit qui est donné en Russie de la Deuxième Guerre mondiale est un récit où la Russie est forcément du côté du bien, à 100% du côté du bien, qu'elle ne peut être responsable de rien, voyez, parce que les travaux historiques, le débat historique n'a pas été mené, a été gommé et effacé.
Et qu'est-ce que cela crée en fait? Cela crée une population, à mon sens, mais là il faudrait il y a en réalité des psychiatres et des psychologues qui font ce travail sur l'histoire et la généalogie des familles aujourd'hui. Il en faudrait bien plus. Ça donne lieu à des histoires familiales où il y a un énorme décalage entre le discours public de nous avons toujours été avec les forces du bien, nous ne pouvons jamais nous tromper, et les histoires familiales où c'est compliqué, où dans son passé on a eu des bourreaux et des victimes, mais ce n'est pas tout à fait dissible. Voyez. Et dans des familles russes d'ailleurs, nombreuses sont les familles russes aujourd'hui où l'histoire de leur famille pendant les répressions staliniennes et pendant les guerres n'est jamais dite. Et tout ça a des conséquences, à mon sens, au niveau individuel et au niveau familial, absolument tragiques lorsqu'on est à nouveau confronté à une montée de violence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent et qui font qu'effectivement, eh bien, peut-être qu'on a les yeux qui blanchissent, voyez, et qu'on n'est pas capable d'affronter ce moment terrible qui n'est qu'un moment terrible de plus dans les histoires familiales. Alors, est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer, on en parlait tout à l'heure, Emmanuel Ruben, ou hier au téléphone, en préparant la surprise qu'on a eue en voyant l'ampleur de la résistance ukrainienne. Est-ce que c'est peut-être parce que l'Ukraine a fait justement un travail de mémoire, qu'elle a réussi à fabriquer des citoyens actifs? Parce que quand on lit le livre d'Anna Colin-Lebedev, c'est ça qui frappe aussi, c'est cette différence entre une Russie, on le disait tout à l'heure, qui a intérêt à avoir des citoyens démobilisés, et une Ukraine qui s'est emparée quand même de la question politique, qui s'est emparée de la question mémorielle. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer aussi l'ampleur, enfin, cette fascinante résistance ukrainienne? Je rappelle quand même que nos meilleurs militaires en France nous disaient la question n'est pas si Kiev va tomber, mais quand? Et en général, ils donnaient 3 jours. Bon, donc vous qui connaissez, alors pour le coup, vous aimez les périphéries et pas les centres, donc vous connaissez mal la Russie, mais vous aimez beaucoup l'Ukraine. Quelles seraient vos intuitions sur le sujet? Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il y a une pugnacité ukrainienne qui est assez ancienne. Je ne vais pas remonter aux Cosaques, mais ils y remontent souvent assez eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se réclament très souvent des Cosaques, et même dans le livre qui paraîtra le 26 octobre, les auteurs ukrainiens aiment bien parler justement de ça, de la Cosaquerie. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Cosaques avaient l'habitude de se choisir un chef. Ils élisaient un chef. Il y avait un lieu où ils se rassemblaient qui s'appelle la Sich. Donc c'est près de, maintenant cette ville, vous la connaissez tous, avant personne ne la connaissait, c'est Zaporozhia, donc pas très loin de la fameuse centrale nucléaire d'Enerodar. Donc sur le Dniepr, il y avait la Sich cosaque, et ils se réunissaient là et ils élisaient leur hetman, c'est-à-dire leur chef. Il n'y a pas de tradition démocratique de ce genre en Russie. Et donc ça, déjà, ça fait une différence fondamentale entre les deux pays. L'Ukraine, c'est un pays c'est un pays de très grande diversité. Moi, ce qui me plaisait avec l'Ukraine, c'était justement cette diversité, cette hybridité qui vient des temps anciens, du fait que l'Ukraine a toujours été à la croisée de différents empires, que ce soit d'un côté l'Empire russe, de l'autre l'Empire ottoman, mais aussi l'Empire austro-hongrois ou plutôt le Grand-Duché de Pologne-Lituanie. Donc ça a toujours été une terre de brassage, avec aussi la population juive qui était très, très importante en Ukraine, puisque c'était une zone de résidence de la population juive. Ensuite, dans le travail qui a été fait déjà l'Ukraine est une démocratie depuis 1991, une démocratie avec des dysfonctionnements, certes, mais une démocratie. Même à l'époque de Yanukovych, ça restait une démocratie très, très corrompue, comme l'ont été tous les régimes, avec aussi ces différences selon les régions, qui est quelque chose de, sans aller jusqu'à un fédéralisme qui n'a jamais été voulu,
et qui ne serait pas acceptable. On a quand même des différences avec des particularités régionales très fortes. C'est vrai que souvent, les gens ont l'habitude de penser que l'Ukraine, c'est une terre où on imagine le drapeau ukrainien. Donc voilà, les champs de blé jaune et puis le ciel bleu au-dessus. Bon, moi, je pensais que c'était une vaste voilà. plaine. D'autant que vous avez cette expression dans une de vos nouvelles, vous dites c'est le boulevard des invasions, l'Ukraine. Oui, à un moment, je dis c'est le boulevard. Ben oui, l'Ukraine a été très, très, très souvent envahie. C'est vrai qu'une très grande partie du territoire ukrainien est en effet une vaste plaine avec des steppes. Mais il y a aussi des collines en Ukraine, et plus que des collines, vous avez des montagnes, que sont les Carpates. À l'époque avant l'invasion de la Crimée, vous aviez aussi la montagne en Crimée. Il y a une chaîne montagneuse en Crimée. Et puis vous avez aussi la région du Donbass, qui est une région aussi qui est une région très vallonnée. Avec encore une fois des climats qui sont très différents, des topographies extrêmement différentes, extrêmement variées. Pour ce qui est de la résistance, il ne faut pas oublier que, par exemple, alors il y a eu évidemment la collaboration. Alors les Ukrainiens se sont battus sur plusieurs fronts. C'est-à-dire qu'il y a eu la collaboration avec l'occupant, avec les nazis, mais il y a eu aussi une lutte contre l'armée rouge. Et la lutte contre le pouvoir soviétique dans des régions comme la Volhynie, elle a duré jusque dans les années 50. C'est-à-dire que les Ukrainiens se sont battus dans certaines parties du territoire. Moi, j'avais rencontré, je me souviens, dans les Carpates, la seule fois où moi, je n'ai jamais eu le temps véritablement d'apprendre l'ukrainien, et en principe, en Ukraine, je m'exprimais en russe. La seule fois où je me suis confronté à quelqu'un qui refusait de parler, qui parlait de parler russe, c'était quelqu'un qui avait combattu l'armée rouge jusque dans les années 50 dans les Carpates. Donc il y a ça aussi. Et puis même si on remonte un petit peu avant dans l'histoire, les années, et ça c'est bien raconté dans la Garde blanche de Bulgakov, les années de l'entre-deux-guerres sont des années extrêmement compliquées. Je ne pourrais pas là vous raconter l'histoire de l'Ukraine de l'entre-deux-guerres et toutes les différentes armées qui ont essayé de s'emparer de Kiev. Si vous voulez en avoir une petite idée, lisez la Garde blanche de Bulgakov, parce que ça vous, c'est vraiment tout se passe à Kiev. Et cette ville, alors sachez seulement qu'en 12 mois, Kiev a été prise et reprise une dizaine de fois par différentes armées qui opéraient à l'époque sur le terrain ukrainien. D'ailleurs, vous dites à un moment dans une de vos nouvelles que l'Ukraine a quelque chose d'un pays utopique, justement, pour revenir sur cette idée de diversité. Ça vous plaît parce que c'est un pays qui fabriquait avec des pièces différentes et qui arrivent à exister comme ça. Alors, vous avez parlé à l'instant de la langue. Je vais me retourner vers Anna Colin-Lebedev parce que c'est quelque chose dont on a parlé ensemble pour un entretien justement pour l'Obs. J'ai été frappée que vous commenciez par le regard moscovite que vous aviez appris à porter sur le monde. Parce que moi, ce que j'ai appris en vous lisant et en discutant avec vous, c'est que nous, Français, nous avions un filtre russe quand nous regardions l'Ukraine. Et alors, notamment pour cette question, moi, je l'avoue, de l'ukrainien, puisque moi, je faisais partie des gens qui pensaient que l'ukrainien était une sorte de dialecte à la périphérie de la grande langue russe. Et en rencontrant Anna Colin-Lebedev et en lisant son livre, je me suis aperçue que d'abord, c'était des langues très différentes, et qu'ensuite, il y avait un patrimoine littéraire ukrainien qui appartenait à l'Ukraine en propre, et on était donc très loin de ce patois. En plus, nous, Français, il faut imaginer tout ce qu'on trimballe d'imaginaire sur les langues périphériques. C'est pas mal non plus, en termes de centre et de périphérie. Alors peut-être d'abord, commençons par dire qu'effectivement, on peut parler le russe partout, on pouvait parler le russe tranquillement partout en Ukraine, mais qu'il y avait cette langue qui est très présente et qui n'est pas si simple à comprendre quand on ne parle que le russe. Oui, c'est vrai. Alors, ça fait partie des choses mal connues. Et comme vous le dites, Julie, en fait, c'est pour plein d'éléments historiques et sociétaux, nous adoptons volontiers, ici en France, le regard russe.
Pas forcément d'ailleurs par mauvaise volonté, hein, mais parce que c'est celui qui nous arrive via les passeurs, parce qu'on a une sympathie pour l'histoire, pour la littérature, etc. Et donc il y a plein de choses que nous pensons savoir sur ces régions qui sont imprégnées du regard de Moscou et qui nous le présentent comme des périphéries justement de la Russie. Donc c'est vrai que moi j'ai essayé vraiment de revenir aussi un petit peu là-dessus. Alors les langues, effectivement, le russe et l'ukrainien sont proches mais différents. Il y a autant en termes lexicaux, vous voyez, vocabulaire, différence de vocabulaire, il y a la distance entre le russe et l'ukrainien est comparable à la distance entre le français et le portugais. Donc vous voyez, c'est quand même pas tout à fait c'est proche, mais ce n'est pas tout à fait la même langue. Et un russophone de Russie qui arrive en Ukraine, quand il entend l'ukrainien, il comprend grosso modo de quoi on est en train de parler, mais pas ce qui est dit. Vous voyez ? Alors, en plus de ça, la situation linguistique telle que nous l'avons souvent en tête est aussi imprégnée du discours de Moscou, et notamment du discours de Moscou depuis 2014, qui nous a présenté une Ukraine divisée entre des russophones et des ukrainophones, ce qui est très très loin de la réalité. En fait, l'Ukraine est un pays bilingue, bien évidemment, mais bilingue, non pas au sens où une partie du pays parlerait une langue et une autre parlerait une autre. Elle est bilingue au sens où l'ensemble de la population maîtrise les deux langues et a des préférences linguistiques. Vous voyez ? Des préférences linguistiques où certes il y a une dimension géographique, c'est-à-dire que plus on va vers l'ouest, plus il va y avoir une préférence pour l'ukrainien. Je parle avant la guerre. Plus on va vers l'est, plus il va y avoir une préférence vers le russe, mais qui n'est pas que régionale, c'est-à-dire qu'il y a une différence ville-campagne. Les villes sont plus russophones parce que l'histoire de la construction, de l'urbanisation a été très imprégnée par le russe. Les campagnes sont plus ukrainophones, y compris dans l'est du pays. Les jeunes sont plus ukrainophones, les personnes âgées sont plus russophones. Il y a plein de clivages comme ça, et par exemple, russe ethnique et russophone ne se superposent absolument pas, et russophone et pro-russe ne se superposent pas non plus. Alors le contrat linguistique qui existait dans ce pays avant le début de la guerre était que en fait, les deux langues coexistaient, chacun utilisait sa langue de préférence et l'autre lui répondait dans sa langue de préférence. Donc certes, vous voyez, par exemple dans le paysage urbain, la langue d'État étant l'ukrainien, eh bien les inscriptions des noms de rues, etc., les papiers officiels étaient en ukrainien, mais dans les rues, ça pouvait tout à fait parler russe. Et puis on entendait deux personnes qui conversaient dans la rue, une parlait en russe, l'autre lui répondait en ukrainien. Oui. Le contrat linguistique permettait tout à fait cette souplesse. Les manuels à l'école pouvaient être en ukrainien et le prof faisait son cours en russe. Ça fonctionnait de cette manière-là, non pas complètement sans heurts, mais je dirais de manière assez souple. Et quelque part, l'Ukraine portait en elle, vous voyez, l'espérance d'un bilinguisme complètement pacifié et au fond qui aurait permis le développement des deux langues, le développement d'une littérature en langue russe, ce qui va devenir très très compliqué maintenant. Ce n'était pas dénué de politique, mais ce n'était pas profondément politique. Et la guerre, en fait, il y a ce que Emmanuel raconte, c'est-à-dire pour certaines personnes, l'élément politique est central, et donc parler ukrainien, c'est refuser la langue de celui qu'on pense être l'occupant de son pays. Cette dynamique-là est devenue extrêmement forte avec la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mesure où la Russie fait de la langue une arme de guerre, alors elle en fait la raison de la guerre et une arme de guerre aussi, pensez au fait que dans les territoires occupés, l'une des premières choses que font les forces d'occupation, c'est de sortir les bouquins en ukrainien, remplacer les manuels par des manuels en russe, changer la signalétique urbaine pour mettre des signaux en russe. La langue est une arme de guerre. Elle est devenue aussi une arme de guerre pour les Ukrainiens qui désormais rejettent de plus en plus consciemment le russe. Donc la situation, je dirais, de séparation entre les langues, elle est là aujourd'hui. Mais c'est la guerre qui l'a créée, et c'est Poutine qui l'a créée. Elle ne préexistait pas à la guerre. Là encore, dans ce que vous racontez, il y avait quelque chose d'assez utopique dans ce bilinguisme très apaisé et très tranquille. Et Emmanuel, pour votre livre dont vous nous avez parlé, là, qui est donc un hommage collectif à l'Ukraine, 14 auteurs. Alors, si mes souvenirs sont bons, 12 écrivent en ukrainien et 2 auteurs ukrainiens écrivent en russe.
Tout à fait, oui. On a 14 auteurs qui représentent vraiment presque toutes les, alors pas toutes les régions d'Ukraine, mais sur les 24 oblasts, si on ne compte pas la Crimée qui est actuellement annexée, sur les 24 oblasts que compte l'Ukraine, on a 12 oblasts qui sont représentés. Et donc on a 14 auteurs, 12 qui écrivent en ukrainien et 2 qui écrivent en russe. Ça ne veut pas dire qu'on a 12 russophones, ça ne veut pas dire qu'on a 12 ukrainophones et 2 russophones. C'est plus compliqué que ça, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, par exemple, donc, alors, les 2 auteurs qui écrivent en russe, il y en a un que vous connaissez tous, c'est Andrei Kourkov. Andrei Kourkov, il est né dans l'oblast de Leningrad, donc en fait il est né en Russie à l'époque soviétique, et très jeune il est parti vivre en Ukraine avec sa famille, et donc il a grandi en Ukraine et il est devenu véritablement ukrainien. L'autre auteur russophone, c'est un auteur d'Odessa, qui est une grande ville russophone, hein, si vous vous promenez. Encore une fois, je parle avant la guerre. La dernière fois que je suis allé à Odessa, c'était en 2017. On n'entend que le russe dans la rue, même si tout est écrit en ukrainien partout. L'autre auteur russophone, il s'appelle Boris Khersonsky. Et donc, lui, il vient d'une famille juive d'Odessa. Et c'est un poète, le plus grand poète d'Odessa aujourd'hui. Ce sont aussi les 2 plus âgés. Donc vous voyez aussi, il y a aussi une différence qui vient aussi de l'âge qu'on a. Moi, je me souviens, la dernière fois que j'étais en Ukraine, c'était pour remonter le Danube, et donc à Vilkovo, qui est la ville ukrainienne sur les Bouches du Danube. Je me suis retrouvé avec des Ukrainiens qui venaient plutôt des régions du sud, donc de Kherson, de Mykolaïv, d'Odessa, de Bessarabie. Et le soir, je me suis retrouvé, on m'a proposé de partager un buffet. Je me suis retrouvé avec c'était des jeunes, c'était un groupe de jeunes qui venaient du WWF Ukraine. Sauf que les jeunes étaient tous montés jouer aux cartes ou jouer aux jeux vidéo sur leurs écrans. Et je suis resté avec leurs animateurs en bas, et ils ont chanté des chansons soviétiques, en russe évidemment, mais ça n'a pas été partagé par les jeunes. Donc il y a aussi quand même une différence selon l'âge. Les autres, pour revenir au livre, sur les 12 auteurs, il y en a un par exemple qui s'appelait Vladimir Raphaïenko. Aujourd'hui, il demande à ce qu'on l'appelle Volodymyr Raphaïenko. Volodymyr, c'est le même prénom. Hein. Poutine et Zelensky portent le même prénom. Ils ont Vladimir, donc maintenant Volodymyr Raphaïenko, il est russophone de Donetsk, mais il a longtemps écrit en russe. Il a écrit presque tous ses livres jusque-là en russe. Et aujourd'hui, il n'écrit plus qu'en ukrainien. Il a écrit son texte en ukrainien. Il y a une poétesse aussi qui vient de Lugansk, qui s'appelle Lyuba Yakimchuk, et elle est russophone, elle vient d'une famille russophone, évidemment, mais elle écrit en ukrainien. Les écrivains ukrainiens se sont emparés de la langue ukrainienne, quand bien même ils venaient de familles russophones, parce qu'il y a aussi une forme d'allégeance à leur pays. Il y a une manière aussi de se sentir plus libre. Vous savez, quand vous écrivez en russe, vous avez derrière vous toute cette tradition de la littérature russe qui remonte à Pouchkine et à Gogol, qui était lui-même ukrainien, mais bon, qui écrivait en russe. Et ça peut être parfois un peu pesant pour un écrivain. Et donc, pour se sentir plus libre, eh bien, écrire dans une langue qui est une langue avec une histoire moins codifiée, moins lourde, c'est peut-être une forme aussi de libération. Moi, ce qui m'a frappé dans les textes qu'on a traduits avec Irina Dmitrichine, c'est la diversité de langue véritablement, c'est-à-dire d'un texte ukrainien à un autre. J'avais parfois l'impression quasiment de lire 2 langues différentes, parce qu'en fait les auteurs s'emparaient de la langue d'une façon beaucoup plus libre, avec une malléabilité plus grande que par exemple en français.
Alors, je vais bientôt passer la parole à la salle pour vos questions et pour garder ce dernier quart d'heure un peu plus libre. Je rappelle aussi que les livres sont en dédicace à 13h15, donc il faudra évidemment qu'on soit partis avant et qu'on soit tous avec nos auteurs à la librairie juste en face. Mais je termine juste sur cette question de la langue, parce qu'elle me semble vraiment importante. Et puis, effectivement, savoir qu'il y a eu alors, il y a peut-être pas Pouchkine, et on peut enfin écrire sans Pouchkine, mais il y a aussi des grands auteurs ukrainiens. Et dans votre journal de retour à Kiev, là, qui raconte donc votre arrivée à Kiev après Maïdan, vous parlez d'une date de 1937 qui revient tout le temps dans la biographie des écrivains ukrainiens. Et vous vous rappelez en fait le mouvement de répression qui a eu lieu, qui a été très fort dans les années 30, contre ces écrivains ukrainiens, et vous dites, imaginez la même chose à Paris, donc imaginez dans les années 30 à Paris, à la fin d'un congrès, des hommes en armes qui surgissent, enlèvent Camus, Sartre, Aragon, Breton, Malraux, Gide, Giono, Sandrars, Bachelard et Bergson, et les mènent manu militari au peloton d'exécution. C'est quand même ce qui s'est passé, et c'est ce qui a permis aux Russes de dire ensuite que finalement la langue ukrainienne n'écrivait pas, la culture ukrainienne n'existait pas. Alors ça fait effectivement partie de cet effacement, aussi des mémoires et de l'histoire de la littérature et de la culture ukrainienne. Les répressions contre les milieux intellectuels et artistiques ukrainiens commencent avant 1937, et ils commencent avec la grande famine en fait au début des années 1930, où là déjà en fait la culture ukrainienne est décapitée. Ce qui veut dire aussi que, vous voyez, ce qui naît, et dans ces années 20, on sait dans les arts et dans la littérature, les années 20, c'est des grandes années d'effervescence, d'innovation, etc. Et donc, en fait, vous voyez, l'herbe va être coupée sous le pied de cette génération que l'on redécouvre aujourd'hui en Ukraine, parce qu'il était impossible de la redécouvrir auparavant, et qui n'a pas eu le temps non plus de grandir, de produire des travaux de plus grande maturité. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été effectivement amputé, mais néanmoins, eh bien, l'héritage est là. Alors là où ça devient plus compliqué, c'est que fait-on en fait de ces auteurs, par exemple, ou de ces artistes qui, parce que eh bien, le besoin d'écrire et de produire était là, et que les conditions étaient ce qu'ils étaient, se sont appropriés la langue russe, et se sont positionnés. Pour certains, sont partis à Moscou pour faire leur carrière. Pour d'autres, ont écrit en russe, parce qu'en écrivant en russe, eh bien, on était mieux publié que quand on écrivait en ukrainien, qui se sont mis à écrire en russe parce que leurs familles sont devenues de plus en plus russophones, etc. C'est-à-dire, il y a cette dimension, il y a la première dimension extrêmement répressive contre la culture, et puis il y a ce que l'on voit dans les logiques coloniales, en fait. Cette idée d'effacer petit à petit, et de remplacer petit à petit, de faire en sorte que les nouvelles générations n'est plus accès au final à ses racines. Donc c'est vrai que l'Ukraine se reconstruit aussi par rapport à ça, mais il y a et c'est formidable que ce recueil paraisse, parce qu'en réalité la scène littéraire ukrainienne depuis 30 ans est formidable, tout simplement formidable, mais chez nous, eh bien, j'espère que ça va changer avec cette guerre. Les œuvres qui sont traduites vont être classées à l'étagère littérature russe. Ayons conscience de ça. Et Andrei Kourkov, par exemple, que beaucoup d'entre vous connaissent, s'est régulièrement plaint, bien avant la guerre, dans les interviews, que quand il est présenté en Occident, il est présenté comme un auteur russe. Que quand on dit russophone, on dit russe. Et je pense qu'on a un travail à faire aussi de perception nous-mêmes, de ce que l'on fabrique en assimilant en fait ces auteurs à des auteurs russes. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que je crois qu'il faut qu'on libère la salle assez rapidement, dans 5 minutes. Bon. On va être super efficace. Il y a une question au premier rang, une question tout au fond. Merci d'abord à tous les trois de nous éclairer. En fait, cette question s'adresse plutôt à madame par rapport à ce que vous avez dit, mais le point de vue des trois peut être intéressant. Finalement, vous nous avez expliqué que les choses n'étaient pas si simples que ça entre le russe et l'ukrainien. Et au fond, cette position dont on comprend bien la position de Poutine de vouloir imposer le russe, est-ce que finalement ce ne serait pas un peu contre-productif, compte tenu là encore de ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure?
Complètement. Je vais répondre brièvement. Complètement. Et je dirais que Vladimir Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir il y a 20 ans, il a cet énorme atout de l'influence russe, de la présence de la langue russe, de la présence de la culture russe, de la sympathie à l'égard de cette langue et de cette culture dans tout l'espace post-soviétique. Tout ce qu'il a fait ces dernières années, en fait, était de détruire ce potentiel et de détruire cette opportunité de soft power qui n'a pas été utilisée parce qu'il a eu une préférence pour la force et pour les armes. Hein. Et ça, c'est dans les manuels d'histoire, je pense qu'il faudra qu'on analyse ça. Question au premier rang. Ah ben non, voilà, il arrive. Oui, j'ai une question sur la dimension religion. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure. Quel est le poids aujourd'hui? Parce que c'est aussi une arme, c'est aussi un élément de pouvoir. Les religions, alors c'est à l'intérieur de la chrétienté, les orthodoxes, etc. C'est aussi par rapport aux juifs ou à d'autres religions. Est-ce qu'aujourd'hui ça a du sens de penser qu'il y a une dimension fraternelle ou non fraternelle en Ukraine essentiellement, autour des différentes religions? Une question très complexe, hein, la religion en Ukraine. Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste, mais il y a, vous savez qu'il y a plusieurs religions en Ukraine. Il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxie, et il y a entre les deux l'uniatisme, qui est donc de rite orthodoxe, mais rattaché à Rome. Et puis, dans les églises orthodoxes, vous aviez plusieurs patriarcats rattachés à Moscou ou à Constantinople. Et les choses ont évolué avec la guerre, notamment avec le positionnement du patriarche de Moscou, Kirill, qui soutient à fond l'invasion russe, contre d'ailleurs les avis d'une partie du clergé orthodoxe. Donc peut-être que Anna a plus Oui, alors en termes institutionnels, c'est bien ça. C'est-à-dire que la guerre est arrivée aussi dans le positionnement des églises et des paroisses, hein, où il y a un mouvement de refus de dépendre de Moscou, d'autant que le patriarche Kirill de Russie, lui, approuve la guerre, et dernièrement, suite à la mobilisation, a déclaré que tous les combattants qui mouraient pour la bonne cause et iraient au paradis directement. Donc voilà, ça c'est pas très bien pris en réalité par les paroissiens, y compris en Russie. Juste peut-être un élément de complément. L'Ukraine est une société laïque, c'est-à-dire que la religion n'imprègne pas le quotidien. Il n'y a pas de lien comme il peut y avoir en Russie entre l'Église et l'État. Et je dirais que les Ukrainiens sont plus pratiquants que les Russes, qui pratiquent très très peu, en dépit des grandes déclarations d'allégeance à l'orthodoxie. En réalité, en Russie, les pratiquants comptent, il y a moins de 2% de la population qui sont des pratiquants au minimum réguliers. Et quand on dit au minimum régulier, qui vont à l'église plus souvent qu'une fois par an. Hein. Donc vous voyez à quel point il y a de la façade dedans. Ce n'est pas tout à fait le cas en Ukraine, où la transmission familiale de la pratique religieuse est présente, où la sympathie et la confiance à l'égard de l'Église est présente également, et l'Église s'est engagée activement dans la guerre dès 2014, notamment en apportant un soutien, y compris psychologique, etc. Donc par rapport à certaines sociétés, je pense qu'on n'est pas sur un élément aussi central. Hein, c'est d'autres dynamiques qui comptent. Mais c'est vrai que la guerre traverse également les églises. Voilà, et voilà. On me dit qu'il faut terminer, alors c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est bien de terminer un peu sur sa fin, parce que du coup, on a envie de lire la presse, hein, lisez l'Obs, et puis de lire les livres de nos invités. Donc, Jamais frère d'Anna Colin-Lebedev, et puis ces Nouvelles Ukrainiennes, dont je rappelle que le bénéfice va aller à une association qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise. Moi, merci, je me permets de tous. conseiller aussi ce livre d'Olivier Weber, Naissance d'une nation européenne, qui est donc ce sont ces reportages en fait qui pendant la guerre. Pendant la guerre actuelle, là, la guerre d'Ukraine, qui sont repris dans cette édition. Merci à vous tous pour votre présence. Merci.